Aujourd'hui, je vais vous parler du 6e livre de Robert Pinget, Le Fiston. Le Fiston, publié en 1959. Cette édition, c'est une réédition aux éditions de l'Âge d'Homme. Cette édition aux éditions de l'Âge d'Homme m'a été offerte par mon épouse pour fêter nos 1 an de couple. Ça fait donc 25 ans. Elle me l'a offert le 18 juin 1993. La couverture de cette édition de poche, Fiston, a une illustration en couverture. C'est assez rare, ça n'arrive jamais sur les livres de Robert Pinget, édité aux éditions de Minuit par exemple. Et sur cette couverture, on voit donc une illustration dont l'auteur est un certain Laurent Cocchi, je ne sais pas, probablement un artiste suisse, comme on peut le supposer, vu que les éditions L'Âge d'Homme sont une maison d'édition suisse. C'est dans la collection de poche aux éditions L'Âge d'Homme et c'est une réédition de 1981. Cette illustration de couverture est assez intéressante parce qu'elle représente bien sûr la diversité des personnages dont en fait on ne peut pas vraiment deviner le sexe, homme ou femme, et qui donnent à voir la multiplicité des points de vue et surtout les ruptures, le mélange en fait des voies narratives. J'aimerais continuer à parler un petit peu du paratexte du Fiston. Le paratexte de cette édition suisse que m'a offert mon épouse, qui n'était pas encore mon épouse, en 1993. À la fin de ce livre, il y a, comme cela arrive souvent, notamment dans les collections de poche, la liste des différents livres parus dans la collection de poche des éditions de l'Âge d'Homme. Et notamment la collection Poche Suisse, dont Le Fiston est le 11e numéro. Alors cela évidemment nous invite le lecteur à se ressouvenir que Robert Pinget était de nationalité suisse, qu'il était né en Suisse, et qu'il est arrivé évidemment à Paris très jeune, je crois, pour des études d'avocat. Les autres livres publiés dans la collection Poche Suisse des éditions de l'Âge d'Homme sont La Fourmi Rouge et autres textes de Charles-Albert Saint-Grillat, Boulevard des philosophes de Georges Haldas, Le cinéma suisse de Frédéric Buach, Adam et Ève de Charles-Ferdinand Ramu, L'araignée noire de Jérémias Gotthelf, La Sibylle et autres nouvelles de Jacques Mercanton, Passion d'Étienne Barillier, œuvre d'Edmond-Henri Crisinel, L'été des 7 dormants de Jacques Mercanton, qui est un numéro double, et enfin, Le Fiston de Robert Pinget. Alors, Saint-Grillat et Ramuse, si on m'avait mis le couteau sous la gorge en me demandant de citer des écrivains suisses francophones, eh bien j'aurais réussi, je crois, à les citer bien sûr. Et je les connais très mal, et il paraît que j'ai tort. Saint-Grillat, j'ai essayé de le lire et j'y suis jamais vraiment arrivé. Alors en revanche, L'araignée noire de Jérémias Gotthelf, que j'ai lu en allemand il y a longtemps, eh bien je n'avais jamais su que Jérémias Gotthelf était suisse. Et les autres écrivains sont sans doute très intéressants, mais je n'en ai jamais rien lu. Et même pour 2 d'entre eux, je n'en avais jamais entendu parler avant. Je veux parler de Edmond-Henri Crisinel et Georges Haldas. L'histoire du Fiston se raconte assez facilement. Ça ne va pas durer des heures. Ça commence ainsi. La fille du cordonnier est morte. L'enterrement a eu lieu jeudi dernier. Publié en 1959, Le Fiston est donc un roman qui s'ouvre sous le patronage, probablement en grande partie parodique, de L'étranger d'Albert Camus. Quand on saisit cette référence, ce que je n'avais, je pense, pas fait lors de ma première lecture, et ce que je n'ai pas fait non plus lors de la seconde lecture, c'est là, en reparcourant le livre, après avoir fini de le lire hier, que ça a fait tilt. Quand on pense à cette, à cette analogie, à cette allusion, à ce clin d'œil, eh bien peut-être que ce Fiston est aussi l'étranger. Ça revient à l'histoire. Ça commence avec la mort de la fille du cordonnier, on nous raconte l'enterrement, on nous raconte la procession, et de fil en aiguille, je dis on nous raconte et je fais exprès, j'en dirai un peu plus tout à l'heure. Ce texte qui fait une centaine de pages, 130 pages dans l'édition de poche des éditions de l'Âge d'Homme, ce texte de fil en aiguille
s'éloigne de la famille Chains, la famille du cordonnier, pour brosser le portrait d'un certain nombre de personnages de la petite ville qui appartient à la géographie imaginaire de tous les romans de Robert Pinget. La figure principale devient bien vite Monsieur Le Vert. Et Monsieur Le Vert, il habite dans une grande bâtisse, une sorte de petit château, de manoir. Il alterne d'ailleurs avec une autre propriété qu'il a hérité de sa femme, morte très jeune. Et Monsieur Le Vert est représenté, selon un principe là encore assez classique dans les textes de Pinget, comme une sorte d'oisif qui passe ses journées à ne rien faire, ou plutôt à toujours faire la même chose, c'est-à-dire reprendre incessamment la lettre qu'il écrit à son fils. La gouvernante qui vit avec lui ne cesse en fait de s'occuper de lui, de ses repas, etc. Mais l'essentiel de son activité, c'est de faire des recherches dans le dictionnaire, de reprendre ses brouillons afin d'améliorer cette lettre. Et cette lettre, en fait, c'est une lettre qui ne partira jamais. C'est ce que l'on sait à la fin du livre, mais que l'on avait déjà compris. Donc voilà un petit peu l'histoire principalement du fiston, c'est ça. Monsieur Le Vert, il fait d'autres choses, et notamment il va au bistrot où il cherche incessamment à avoir des nouvelles de son fils, où il demande aux gens qui ont fréquenté son fils s'ils ne l'ont pas vu. Alors on comprend que le fils est parti il y a 10 ans sans laisser d'adresse, en laissant un mot à son père pour lui dire de ne jamais chercher à le revoir, et ça s'arrête là. Donc finalement le roman parle de ça et surtout propose des insertions en quelque sorte d'éléments, de fragments de cette lettre en train de s'écrire et qui tout en étant en train de s'écrire ne s'écrit jamais complètement. Alors il y a des sauts narratifs permanents, à savoir que à certains moments on a l'impression qu'on a le point de vue de Monsieur Le Vert, d'autres fois on a un point de vue beaucoup plus neutre, beaucoup plus objectif, et on a l'impression que ce sont un certain nombre d'autres personnages qui prennent en charge le récit sans que cette prise en charge du récit par ces personnages soit absolument identifiable. Le texte lui-même raconte bien d'autres choses. Il raconte quoi? Il raconte l'impossibilité de séparer le récit et la pensée, de séparer les faits et les discours. Donc on se trouve là dans une remise en cause fondamentale, bien entendu, du roman réaliste, remise en cause fondamentale qui a été commencée par les modernistes, si on remonte à Joyce, à Virginia Woolf. On a déjà bien sûr ce procès de la réalisation des faits dans un récit. Donc le texte fait ça aussi. Et puis surtout ce que fait le texte, c'est qu'il donne à comprendre à travers les rumeurs, à travers les ragots, à travers un certain nombre d'allusions, que très probablement la fille du cordonnier n'était pas la fille biologique du cordonnier, mais était la fille de Monsieur Le Vert. Alors cette hypothèse n'est jamais entièrement confirmée, mais elle est effectivement très intéressante puisqu'elle permet de mettre en place tout un double système d'allusion, tout un double système narratif et aussi, de manière hypothétique, tout un système parallèle dans l'adresse même de la lettre. À savoir, est-ce que c'est la lettre au fiston? Est-ce que le fiston est vraiment le sujet du roman? Ou est-ce que c'est la fille qui vient de mourir et qui est une fille qui n'a jamais été reconnue? Le texte de la lettre que M. Le Vert écrit à son fils vient court-circuiter régulièrement les différentes tentatives de récit. Ces incursions de fragments de la lettre au milieu du récit finissent par brouiller totalement la frontière entre les deux. À savoir que très rapidement, on se rend compte qu'il n'y aura pas des moments de récit et des moments de lettres, mais une sorte de brouillage permanent de tout, puisque Monsieur Le Vert semble être un personnage qui confond ses propres projections fantasmatiques sur le passé et sur le présent avec la réalité, et qu'au fond, le texte ne tranche pas, puisque tout le texte, évidemment, se nourrit d'imaginaire. Alors cette lettre, certains passages peuvent être vraiment assignés à cette lettre. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette édition de poche, de la page 27 à la page 34, on a vraiment un bloc de texte dont on peut considérer, que l'on peut identifier comme étant le début de la lettre que M. Le Vert est en train d'écrire. Et ça commence ainsi. « Mon cher fiston, je recommence. La figure défaite, les lacets dénoués, le paletot flottant, la tignasse hirsute, l'œil pleurard, la tête vide. Cette prison où je suis, ça recommence. La main qui t'écrit, perdu la trace de la trace due. La tête,
l'entête. Et on voit dans ce début qu'il y a l'influence manifeste des textes, et notamment des romans, la trilogie romanesque en particulier, de Beckett. La lettre s'interrompt à la page 34. Je suis redescendu, j'ai repris le chemin du bar à mon image. Il a fallu cette concierge allemande pour savoir. Une remarque d'ailleurs, entre parenthèses, je l'ai dit dans la vidéo du projet Pinget numéro 13, Le Fiston est le premier texte de Robert Pinget dans lequel il n'y a pas de chapitre, dans lequel il n'y a même pas de blanc. À savoir, le texte est une sorte de bloc continu, il y a simplement des paragraphes s'enchaînent, mais qui évidemment viennent renforcer cette espèce de continuité ou de brouillage des discours et des récits que je signalais tout à l'heure. Fin de la parenthèse. À la page 29, à la page 30, dans d'autres passages, il y a des phrases que le père est censé écrire dans sa lettre au fils, qui sont des reprises textuelles ou avec des variations d'éléments narratifs précédents, et notamment du récit qui est fait au tout début du livre de l'enterrement de la fille du cordonnier. Donc ça aussi, bien entendu, ça contribue à cet effet à la fois de variation, mais aussi de brouillage. La lettre, après donc cette interruption à la page 34, reprend à la page 52 dans une fusion des voix qui est un peu plus marquée, en ce sens où la lettre et le récit semblent désormais se mélanger. Ça commence par « cette lettre n'arrivera pas à partir », dans lequel évidemment on a une sorte d'objectification de la réticence. Cette lettre n'arrivera pas à partir, comme si le père qui parle ici, je recommence fiston, il y a d'abord la librairie à droite, puis une porte, etc., etc., comme si cette prise de parole désengageait totalement le scripteur, l'auteur de la lettre, le père. C'est la faute de la lettre si elle ne part pas, cette lettre n'arrivera pas à partir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cet endroit-là, bien sûr, le saut de paragraphe indique le retour à la lettre, mais on ne sait jamais vraiment quand la lettre s'arrête, puisqu'il y a à nouveau une reprise à la page 65, mais cette reprise se fait sans que l'on ait perçu vraiment l'interruption intermédiaire. J'essaie de me rappeler 20 ans que je n'y suis plus, et pourtant, à cette place, les frissons d'alors sur la peau, la même peur de ce qui va venir. Je n'ai rien appris, je continue. La fille du cordonnier est morte, je suis retourné au bar, haut de la page 66. Page 96 également, nouvelle reprise, reprise de la voix du père à la première personne du singulier. C'est sans aucun saut de paragraphe, c'est au milieu du récit. Après son départ, la bonne est allée au salon. Elle a pris la petite table où écrit Monsieur Levert, avec le cahier et le stylo. Elle l'a transporté au jardin, elle l'a placé devant Monsieur Levert. « Vous pouvez écrire un moment ici, lui a-t-elle dit. Il fait bon avant le dîner. »« Je vais le faire. » Elle est retournée à la cuisine. Monsieur Levert s'est remis au travail. « Est-ce que tu as connu ta cousine ? » ?»« Mais non. C'était avant, je pense qu'il faut que je continue. Elle me croit fou sûrement. J'ai peur la nuit. C'était toi, tu étais revenu. » Donc là, ce que l'on a entendu, ce que j'ai donné à lire dans l'extrait que j'ai lu, page 95, page 96, c'est que là, le saut, le repassage en quelque sorte à la première personne du singulier, se fait sans saut de paragraphe, dans une espèce de continuité totale. Vers la toute fin du livre, page 118, le lecteur s'aperçoit à nouveau que c'est à nouveau la lettre, sans que l'on ait eu réellement de signal de la transition narrative. On n'a plus de curiosité, on souffre sans arrière-pensée, on est là, encore des réminiscences, hypothèses sans valeur. Au contraire, être le fiston. Il serait courtier en assurance, il serait parti toujours à cause de cette chambre qu'il n'aimait pas, ou raison plus grave, adultère, inceste, quelque chose d'horrible relativement. D'où nécessité pour le père, après 10 ans, de parler de cet enterrement. Le microbe relativement fait son œuvre. Moi qui aurais pu le nourrir, l'entretenir, comment est-ce que je disais ? Quand même, c'est horrible de penser qu'il travaille au pourcentage, etc. Et donc là, du fait qu'on a des éléments de discours direct introduits, insérés sans aucun guillemet tout au long du texte, ce procédé permet en fait de basculer du récit à la troisième personne, à la lettre à la première personne, et vice-versa, dans une sorte de bloc, de bouillie narrative qui participe, bien sûr, de la confusion pour le lecteur.
l'ensemble du livre, peut-être que la fille du cordonnier est en fait la fille illégitime de Monsieur Levert. Si Levert est le père illégitime de la fille Schinz, alors on comprend l'importance des ragots, du ragotage, du racontard, de cette circulation de la parole floue, de la parole insidieuse dans le livre, dans le fiston. C'est donc la lettre au fils, mais c'est aussi, peut-être, par en dessous, une lettre à la fille que Levert n'a jamais reconnue. Ce qui m'a intéressé, c'est aussi par rapport à l'intertextualité, on va dire en amont et en aval, ce motif de l'enfant illégitime, il traverse toute l'histoire du roman européen, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, la question de la paternité, la question de l'engendrement. On pense une fois encore à Tristram Shandy, qui décidément est un texte fondateur dans le soubassement de l'atelier de Robert Pinger. Là, si on travaille vers l'aval, que l'influence qu'ont pu avoir un certain nombre d'auteurs du nouveau roman, on pense généralement à Claude Simon sur Antonio Lobo Antunes, peut se retrouver, il pourrait y avoir là aussi un travail commun de la parole et du ragot, parce que cette idée du ragot et des secrets de famille se retrouve dans un très grand nombre des romans, notamment des romans de la dernière période d'Antonio Lobo Antunes. Je parlais de ce motif de l'enfant illégitime et du secret de famille qui finalement crée la tension narrative, qui permet le roman, qui permet le récit. Parmi les grands textes auxquels on peut penser, il y a Great Expectations, traduit souvent par deux grandes espérances, alors qu'il vaudrait mieux le traduire par les grandes espérances. Je vous renvoie à ce propos d'ailleurs au très très beau livre que René Belletto a écrit il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle Les grandes espérances de Charles Dickens. Peu importe. Mais dans Les Grandes Espérances, dans Great Expectations, on a ça aussi. Le narrateur Philip Pip, ce petit point, ce pépin narratif, s'imagine qu'il est le fils illégitime de la riche héritière, alors qu'il est le fils du bandit, du voyou. Tout l'édifice projeté fantasmatique du personnage s'écroule, et c'est dans l'écroulement de l'édifice fantasmatique du personnage qu'est structuré l'édifice fictionnel du roman lui-même, donc par un espèce d'effet d'inversion ou de renversement. Et je trouve ce motif de l'inversion du renversement très intéressant pour parler du fiston. Parce que si c'est la lettre au fiston, mais qu'en dessous, de manière permanente, sous-jacente, mais jamais assumée, il s'agit d'une lettre à la fille, à ce moment-là, on peut aussi voir une continuité avec le texte suivant de Robert Pinger. Quand je veux dire texte suivant, c'est le livre qu'il a publié ensuite, qui sera donc normalement, si tout va bien, le sujet de la vidéo numéro 16. Il s'agit de la pièce de théâtre Lettre morte, que je n'ai pas encore relue, que je n'ai jamais vu jouer. Lettre morte, quand on entend ça, eh bien, dans le contexte d'un livre, Le Fiston, dans lequel il y a des phrases telles que « cette lettre ne partira jamais plus », page 118, eh bien effectivement l'expression « lettre morte » et le jeu ironique qu'il y a autour de cette expression devient tout à fait frappant et prend tout son sens. Et puis surtout, bien sûr, la fille du cordonnier est morte. C'est une lettre à la morte. Savoir que le fiston a peut-être disparu, il a disparu de l'univers de Levert, mais il a surtout disparu du texte, et c'est une sorte de volonté de se réapproprier la présence du fils en le faisant naître dans les lettres. Toutefois, ce qui se passe, c'est que la fille, elle est morte, et que tout le livre commence avec son enterrement. Donc le fiston, c'est peut-être l'enterrement de la fille. C'est-à-dire ce fiston, avec ce mot un peu familier au sens fort du terme, est une nouvelle manière de nier ou de repousser le secret de famille et la fille non reconnue. Donc le contexte dans l'œuvre, avec la contiguïté de publication avec Lettre morte, moi je l'entends de façon très forte. Je termine sur cette question de la mort, la dernière phrase du livre, que je cite précisément, la dernière phrase du livre, « En dehors de ce qui est écrit, c'est la mort ». Dernière phrase, on ne peut que la lire en faisant écho à la première. La fille du cordonnier est morte. Et en dehors, cordonnier, mort, morte. Donc il y a ce passage du féminin au masculin, mais ce masculin, dans les sonorités, je veux dire, elle est morte, morte, mort. Mais la sonorité masculine, la rime masculine en or, elle correspond en fait au féminin de la mort. Et là encore, si on pense au théâtre de Pinger
dans les années qui vont suivre, dans Architruc, à la fin d'Architruc, il y a une apparition de la mort. Dans un grand drap avec une faux. La mort, telle qu'elle est représentée habituellement allégoriquement. Donc en dehors de ce qui est écrit, c'est la mort, eh bien, effectivement, on retrouve ici tout l'objectif de la lettre, à savoir qu'écrire une lettre au fiston, c'est une manière bien sûr de le faire survivre, de le faire vivre dans la ville, dans la vie du père, mais renoncer à écrire et finir un livre, avoir un livre qui s'achève, en dehors de ce qui est écrit, c'est la mort, c'est bien entendu une seconde fois la vie du père. Enregistrer en extérieur. J'ai encore oublié de noter les conseils techniques de Steven. Steven, tu me redonnes un coup de main ? Le titre du livre, c'est Le Fiston. Et je me suis dit, mais dans la langue française, est-ce qu'il y a un diminutif? Déjà c'est curieux parce que dans la langue française, on parle souvent de diminutif pour des mots qui sont plus longs. C'est autre chose. Est-ce qu'il y a comme ça un terme affectueux, évident? Je veux dire, si on vous dit, tiens, cherchez un terme un peu familier, un peu affectueux pour dire fils. Bon, je pense que beaucoup de gens vont penser à fiston. C'est devenu un petit peu vieillot, je pense. Je pense pas qu'il y ait encore grand monde qui emploie ça sérieusement. Mais enfin voilà, fiston, on y pense quoi. Est-ce qu'il y a l'équivalent pour la fille? Je me disais ça. Et puis il y a Fifi. Alors fillette, c'est pas un mot. Une fillette, c'est pas forcément la fille de quelqu'un. Fifi, qui est encore plus vieillot. Et ce qui est certain, c'est que de nos jours, je pense que fiston est encore connu, compris. Fifi, en tant que terme affectueux comme ça pour parler à sa fille, je sais pas trop. Mais Fifi, et c'est là que ça a fait tilt, c'est le nom de la plante verte du roi Architruc dans Baga, le livre juste avant le fiston, et dans Architruc, pièce de théâtre qui est publiée et jouée pas très longtemps après le fiston. Et Fifi, à la plante verte, elle s'appelle Fifi, elle a une identité nominale féminine, mais elle a une grosse tige poilue. Donc finalement, cette question du fiston, le livre, le fiston, c'est l'androgyne. Le vert, qui s'appelle le vert, être vert, c'est être plein de sève, c'est être jeune, c'est être fertile. Donc c'est un père fertile, mais dont la lettre est stérile. Et donc il écrit à son fiston, mais le fiston auquel il veut vraiment écrire, c'est la fille du cordonnier, qui n'est pas la fille du cordonnier. Ouais, ça colle. Le fiston. Fifi. Elle s'appelle Marie, la fille. C'était tant mieux.
Le père Chainz avait son costume noir et un chapeau melon à la main. Il est plus petit que sa femme, chauve avec des gros sourcils. La narration précise la nature du cortège et qui assiste à l'enterrement. Ce dont je veux parler, c'est de la quatrième phrase, et plus exactement de la deuxième partie de la quatrième phrase. Je relis toute la phrase. Madame Chainz, la mère, était recouverte d'un crêpe noir. On ne voyait rien d'elle, et c'était tant mieux. Dès la quatrième phrase, on se trouve dans un récit subjectif et même émanant d'une voix pas particulièrement bienveillante. Récit d'enterrement, solennité, occasion tragique. Quelle est la première information subjective que nous donne cette voix indistincte? On ne voyait rien d'elle et c'était tant mieux. Donc finalement, le fait que la mère ait pleuré, la mère qui vient de perdre sa jeune fille soit recouverte d'un crêpe noir, c'est très bien parce que, et c'est ce que l'on comprend bien sûr de façon implicite, elle n'est pas très jolie à voir, elle est laide, c'est ce que l'on comprend. Alors, quel est ce on ne voyait rien d'elle? Quand on lit on ne voyait rien d'elle, ça peut être une sorte de camera eye, de point de vue objectif, c'est-à-dire quiconque regarderait la scène ne verrait rien du visage ou des traits de la mère Chainz. Bien sûr, le « et c'était tant mieux » invite à reconsidérer ce « on » non pas comme un « on » général, de l'ordre du camera eye à la Dos Passos, mais plutôt comme un « nous », c'est-à-dire nous qui regardions la scène, nous étions bien contents de ne pas voir sa tronche, finalement, pour le reformuler différemment. Il y a donc, dès le début, une voix qui est une voix subjective qui appartient à la communauté. On le trouve d'ailleurs plus tard dans le texte, il est question de notre banlieue, voilà, c'est le bas de la page 7, donc toujours à la première page, de notre banlieue, ils sont allés à pied jusqu'à l'église qui est à l'entrée de la ville. Donc cette personne qui parle, cette voix, et c'est la question même de la voix et de l'émanation de la voix, va irradier progressivement, de manière de plus en plus primordiale, le travail de Robert Dinger, les récits de Robert Dinger. Cette voix est une voix peu bienveillante qui appartient à la communauté et qui appartient même à notre banlieue. Alors cette espèce de coryphée de village, une espèce de commère de village, ce pourrait bien être Sophie Nard. Sophie Nard, c'est un autre personnage du livre dont il est question à plusieurs reprises, à la troisième personne du singulier, mais qui finalement correspond assez bien à ce personnage de femme du village qui est attentive un peu à tous les ragots, qui met son nez un petit peu partout et qui s'intéresse à tout, y compris à ce qui normalement ne la regarde pas. Et d'ailleurs, dans l'expression française, ça ne vous regarde pas, il y a paradoxalement cette question du regard plus que de la parole. Sophie Nard, la raison pour laquelle je formule cette hypothèse, c'est à cause de son nom, bien sûr. Sophie Nard, la narratrice. Plus exactement, quand on lit Sophie Nard, eh bien ça pourrait être la troisième personne du singulier. Sophie raconte, Sophie Nard. Le fait que son prénom soit Sophie est en soi significatif aussi. Est-ce que à la sagesse grecque ne se substituerait pas une sorte de bon sens villageois qui part très vite vers la malveillance? On dit qu'on s'y connaît, mais en fait ce que l'on connaît, ce sont les ragots, ce sont les choses qui n'ont pas d'importance et qui ne relèvent pas de la sagesse. À la page 74 du Fiston, on trouve cette citation. Mais le maire n'a rien pu faire, et Roger ne le salue plus, disant qu'à ce train-là, la ville sera désertée par les étrangers, qui sont une bonne source de revenus pour le commerce. Mais les cancans sont les mêmes partout. On n'empêchera jamais les gens de parler. Si le mari tenait tellement à la réputation de sa femme, il n'avait qu'à faire monter Georges au Rouget. On n'empêchera jamais les gens de parler, et dans cette phrase se retrouve la même ambivalence, la même ambiguïté du on. On empêchera, c'est une généralité. C'est impossible d'empêcher, il est impossible d'empêcher les gens de parler, et ici dans le contexte, parler c'est cancaner, commérer, ragoter. La rumeur, la question centrale au roman de la rumeur. Ce on, bien sûr, peut être un on beaucoup plus restreint, le on de la collectivité, notre banlieue,
le bas de la page 7. J'en ai parlé plus tôt dans la vidéo. Ce qui m'intéresse ici, c'est la question même du psittacisme, la manière dont les personnages se construisent dans la répétition permanente de la parole. Et dans ce sens-là, on n'empêchera jamais les gens de parler. Ça peut être vu en seconde lecture comme une sorte de mise en abîme de l'écriture de Pinget elle-même et de la constitution du livre. On n'empêchera jamais les gens de parler, et c'est d'ailleurs comme ça que se constitue le texte. Il part dès la page 7 dans cette édition de la parole, et il s'achève par la parole. Ou plus exactement, il ne s'achève même pas dans la parole, mais il y a ce flux continu, complexe, contradictoire, de paroles et de rumeurs qui constituent en fait le texte. Cela, je le relis à un autre passage, plus loin, vers la fin, page 119, « Vie éternelle à meubler d'accidents ». À ce moment-là, la voix narrative, qui est certainement celle de Monsieur Levert, à ce moment-là, et je dis certainement au sens de probablement, parce qu'on n'a jamais de certitude absolue, la voix narrative imagine en fait une sorte d'éternisation des situations et des personnages qui ont traversé le livre. Et je cite plus en amont le texte. Dans le champ visuel de la main de marbre n'écrivant plus. Personne pour le dire, chaque chambre, chaque escalier tournant sur place, ordre immuable. De même, chacun chez soi ou sur la route, Sophinard à sa fenêtre, Toinette Lebru servant à boire. Il ne bougerait plus, il ne mourrait plus. Personne pour savoir. Vie éternelle à meubler d'accidents. Plus de vinaigre dans ma bouche, ce serait fini à l'instant, on n'a plus de curiosité. On souffre sans arrière-pensée, on est là. Et du coup, vie éternelle à meubler d'accidents, ça serait la vision de la vie non pas pour les personnes, pour les êtres humains réels, mais la vie telle qu'elle se constitue pour des personnages de romans, pour des fictions, qui finalement existent en toute éternité dans l'absolu du livre, et qui survivent, c'est un truisme de le dire, mais qui survivent à l'auteur du livre, aux différents lecteurs, etc. Donc il y a cette question-là qui est ici posée. Mais ce qui est posé par là même, par le texte, c'est que cette éternité des personnages de roman, avec cette idée des accidents, à meubler d'accidents, c'est-à-dire ce qui se passe jour après jour, l'accident au sens de l'événement, les occurrences, cette éternité des personnages, des figures, elle se fonde sur leur caractère extrêmement creux, extrêmement fluctuant et pas du tout constitué. Et c'est cela que je relierai pour ma part au concept de figure tel qu'on le trouve dans Éclat de la figure, étude sur l'anti-personnage de roman, qui est un très bel essai de Xavier Garnier, paru il y a une dizaine d'années aux éditions Peterlang. Et dans cet essai, il étudie notamment Beckett. Et voilà ce qu'il dit d'un passage essentiel de l'Innommable. Une grande différence entre la voix et le sujet d'énonciation est que la voix ne fait preuve d'aucune compétence. La voix ne s'exprime pas avec le langage, mais malgré le langage. Dans une grande phrase labyrinthe qui s'étend sur 9 pages, la voix bifurque à chaque fois qu'elle tombe sur un mot piégé, susceptible de l'enfermer à nouveau dans une énonciation identifiable, porteuse de valeurs ou de références. La voix ne manie pas un langage, elle brasse des mots à l'infini, comme pour multiplier les combinaisons. Et là, moi, j'insiste beaucoup sur cette phrase. Mais, et là n'est pas le moindre des paradoxes, ces mots dévidés à l'infini ont pour mission de trouver la voix et de la dire. Non plus un sujet qui s'exprime à l'aide d'un langage, mais une voix qui répercute des mots dont elle attend qu'ils la disent. Et ce paragraphe pourrait avoir été écrit après une lecture de Pinget, d'un certain nombre de textes de Pinget qui sont encore à venir dans ma relecture et dans le projet Pinget, mais notamment du Fiston. Le texte est en quelque sorte encerclé, encadré par la mort. La fille du cordonnier est morte, et le mot mort qui termine le texte, et qui postule que en dehors d'un texte, tout est mort,
en dehors de la voix, tout est mort, de manière évidemment tout à fait intéressante, c'est le langage qui fait advenir et qui crée la voix. Ça, c'est à la page 79, d'éclat de la figure de Xavier Garnier. Et puis je voulais lire un autre extrait d'un autre chapitre à la page 53. Un espace désorienté, un espace dynamique, un espace interstitiel. Voilà 3 dimensions qui pourront servir de critères à une définition du roman labyrinthique. 3 caractéristiques du personnage figure répondent terme à terme à ces propriétés du labyrinthe. Un signe de désorientation, un personnage traceur, un personnage clivé. La nature gémellaire du personnage traceur est la véritable raison de son errance. Si le labyrinthe est l'espace de prolifération où les bifurcations ne cessent de faire naître des doubles, le traceur est l'élément de conjonction qui porte en lui la dualité des séries. Et l'analyse se poursuit, mais ce qui est intéressant ici aussi, c'est la manière dont les personnages, et moi en le rattachant au Fiston de Robert Pinget, la manière dont les personnages sont constitués par l'espace géographique fictionnel très particulier que Pinget a façonné de roman en roman, mais aussi la manière dont il se désintègre au fur et à mesure que cet espace géographique les intègre, les insère. Et donc il y a ce paradoxe de l'espace dynamique et désorienté qui est aussi, dans le cas de Pinget, un espace tellement précis qui finit par être désorientant pour le lecteur, mais aussi pour les figures personnages. Et donc finalement, un texte, espace, qui défigure les figures. Le paradoxe étant que ces figures n'existent que par le texte, et qu'elles se situent dans cet espace. J'ai parlé tout à l'heure d'onomastique dans la voiture. J'ai parlé de fiston et de fifille, et j'ai parlé aussi dans le bois de Sophie Nard. Sophie Nard, la narratrice. J'ai parlé très brièvement de Monsieur Levert. Monsieur Levert, le père du fiston perdu et disparu, destinataire de la lettre qui ne partira jamais, est aussi le père possible, hypothétique, probable, illégitime, de la fille du cordonnier. Monsieur Levert a un nom très particulier, lui aussi. J'ai déjà formulé l'hypothèse qu'il s'agissait à la fois d'une allusion à sa verdeur au sens érotique, au sens de la procréation. C'est quelqu'un de vert, car c'est quelqu'un de fertile, et il s'oppose en cela aux très nombreux personnages d'hommes d'âge moyen ou d'âge mûr qui sont sans descendance dans l'œuvre de Pinget, qui sont le modèle presque principal. On pense à Monsieur Songe et à ses neveux et petits-neveux, mais il y en a beaucoup d'autres. Ce qui est intéressant avec Monsieur Levert, c'est qu'il peut y avoir là aussi une forme d'ironie, parce qu'il est vieux et parce qu'il a l'air d'être en train de perdre la tête. Il est vieux, mais si c'est un père vert, un père plein de verdeur, c'est peut-être aussi un pervers. Peut-être que le jeu de mots est en dessous aussi. Le Monsieur Levert, le pervers aussi. Il peut y avoir cette possibilité-là. Je voulais faire une autre remarque sur l'onomastique dans le fiston, c'est la prolifération, déjà classique chez Pinget au moment où il écrit le fiston, il a déjà éprouvé cette recette-là, la prolifération de noms aux consonances particulièrement françaises et avec lesquels Pinget semble pas mal s'amuser. Le tenancier du bistrot s'appelle Tripot, E-A-U, mais avec évidemment une homophonie du tripot, P-O-T. Il y a des personnages qui s'appellent Fion, Coquelinche, Trognon, des noms bien français avec des consonances assez ridicules, hein, pas très jolies, pas très lyriques. Et on va retrouver cela, bien sûr, cette fascination pour le nom désignation, on va le retrouver chez Beckett, bien sûr, cela vient en grande partie de Beckett, mais très en amont, on pourrait retrouver cet amour de la désignation qui semble avoir un sens ou qui semble reproduire quelque chose de la langue dans laquelle le texte est écrit. On la retrouve chez les dramaturges élisabétains, et chez Shakespeare en particulier, notamment dans les comédies. On le retrouve beaucoup chez Dickens, dont les personnages ont toujours des noms significatifs, avec des sonorités qui sont très très évocatrices, et souvent évocatrices de
plusieurs significations contradictoires. Et puis en aval, si l'on pense à l'influence éventuelle de Pinget, on retrouve cela chez Éric Chevillard, Albert Moindre, qui est un des personnages récurrents de l'œuvre de Chevillard, doit sans doute beaucoup à Pinget. Et on le retrouve plus récemment dans l'œuvre de Pierre Barreau, et notamment dans Clonc et ses dysfonctionnements. Alors je sais que je parle beaucoup de Clonc et ses dysfonctionnements ces temps-ci, et que je suis peut-être influencé, mais enfin il y a quelque chose de cela aussi dans Clonc. Je n'ai pas renoté les chapitres dans lesquels il y a cette espèce de folie onomastique dans les aventures de Podostrogue et Ogrim, mais aussi de Perstorp dans Clonc, mais il y a évidemment de très nombreux passages. Au chapitre 64, il y a un cisternino qui rappelle peut-être la citerne, qui rappelle peut-être un jeu de mots translinguistique entre sister et nino. Sur les boîtes aux lettres du chapitre 72, toujours donc dans Clonc de Pierre Barreau, nous avons Grand Pou, Plump, Andrevin, Herseg, Brovski, Palupra, Cog-Tirlemont, Skagastrunk, Fursac, Aigrevergne, Milleroux, Frisetard et Tête. C'est juste pour donner un exemple de cette postérité de l'onomastique pingétienne, à la fois significative, populaire et très probablement polysémiotique dans ses connotations. On retrouve certainement cette influence-là chez Pierre Barreau. Le fiston, bloc continuel de texte, se décompose toutefois en une multiplicité de scènes et de fragments, ce qui rappelle en fait, quand on y prête attention, la structure fragmentée, disséminée des livres précédents de Robert Pinget, et on retrouve notamment un certain nombre de scènes isolables qui sont autant d'exercices de style, peut-être, de pastiches, c'est possible, ou de moments dans lesquels le texte s'affranchit de la nécessité du récit, de la relation privilégiée avec le thème central, la lettre au fils et l'enterrement de la fille du cordonnier. Et ces scènes, ce sont par exemple de la page 14 à la page 17, l'excursus vers la journée, ou l'après-midi en l'occurrence, du curé, dans laquelle on retrouverait peut-être un écho lointain du journal d'un curé de campagne de Bernanos. C'est la longue description du cimetière, de la page 58 à la page 63, cimetière dans lequel on trouve la première apparition de la poétesse Louise Bottu, entre autres personnages et noms récurrents de l'œuvre de Pinget. C'est de la page 75 à la page 78 la description de l'extérieur et de l'intérieur de l'église, selon des protocoles qui sont à la fois une forme d'exaspération poussée à l'excès les codes du roman réaliste, mais surtout peut-être aussi une sorte de clin d'œil à Robbe-Grillet, et je me suis demandé dans quelle mesure Pinget ne se moquait pas un tout petit peu des excès des premiers livres de Robbe-Grillet. Les gommes, le voyeur, c'est à voir, mais je trouve ça assez troublant en tout cas. De la page 98 à la page 107, il y a l'histoire de l'idylle naissante entre Rodolphe et Margot, qui là encore épouse des codes narratifs qui ne sont pas ceux du roman dans son ensemble, ou du livre Le Fiston dans son ensemble. Je ne crois pas avoir dit d'ailleurs que Le Fiston ne porte pas la mention roman sur sa couverture, au moins dans cette réédition de 1981. Donc là, on a également une sorte de passage isolable, une sorte de nouvel fragment qui est inséré et qui sert de chambre d'écho à l'ensemble du texte. Et donc il y a comme ça un certain nombre de passages, personnages qui apparaissent très ponctuellement pour disparaître aussitôt, comme l'amie citadine Odette à la page 86, autour de la page 86, ça dure un petit peu plus d'une page, et dans le choix même du prénom, on se demande s'il n'y a pas là, sinon une tentative de réécriture, du moins une allusion assez claire
au roman proustien et à la tentative esthétique proustienne. Donc il y a comme ça tous ces éléments, toutes ces scènes qui sont sinon juxtaposées, du moins entremêlées à la trame textuelle principale, et je n'ose même pas dire la trame narrative principale, puisqu'au contraire ces scènes participent plus pleinement finalement que le langage en déshérence de Monsieur Le Ver, elles participent plus finalement du récit. Et peut-être que par leur imbrication, elles participent aussi de la dénonciation sous-jacente des récits par la structure textuelle. Il y a aussi vers la toute fin du livre le moment un petit peu délirant où Monsieur Le Ver s'imagine les vies possibles de son fils, puisqu'il est obsédé par la disparition de son fils, il s'imagine ce que son fils est devenu. Et dans cette idée, évidemment, d'imaginer les autres vies possibles d'un personnage, on trouve une forme de commentaire métafictionnel sur ce qu'aurait pu être le roman, ou sur les manières dont le roman aurait pu ne jamais se terminer, ou se prolonger sur 100 pages ou 200 pages de plus, et je veux voir là déjà un premier élément de circularité que l'on retrouvera quelques années plus tard dans l'Inquisitoire, qui commence par oui ou non répondez, et qui s'achève par ce même oui ou non répondez 500 pages plus tard, comme si finalement rien ne s'était passé, que rien ne pouvait jamais s'achever. Celles et ceux qui l'auraient regardé jusqu'au bout, ou tout simplement qui en auraient regardé quelques menus fragments et qui seraient arrivés jusqu'à cette salutation finale, eh bien c'est un immense merci. Je rappelle que ce projet Pinger, je le fais pour moi, mais si je le diffuse sur YouTube de façon publique, c'est bien que j'espère qu'il rencontre un petit écho, soit immédiat, nous sommes en mars 2019, soit bien plus tard, je ne sais pas quand. En attendant, allez faire quelque chose.